enfin, je ne vais pas être longue et laisser la parole surtout à nos deux lauréates, donc Milena et Zoé. Donc en effet, elles ont obtenu les prix pour leur présentation dans le cadre de leur participation aux journées doctorales en hydrologie urbaine. Ces journées doctorales en hydrologie urbaine, les dernières ont lieu en 2024, organisées par le laboratoire Eau et Environnement, et particulièrement par les jeunes chercheurs de notre laboratoire, donc à Nantes, en octobre. On a fêté en 2024 les 20 ans de ces journées, qui ont lieu généralement tous les 2 ans. Et c'est une conférence donc de journée doctorale en hydrologie urbaine qui est organisée par et pour les jeunes chercheurs en hydrologie urbaine vue de façon très large, puisque ça peut à la fois traiter de modélisation et d'instrumentation et de toutes les disciplines qui peuvent être connectées ou en lien avec l'hydrologie urbaine. Donc, on va des sciences pour l'ingénieur aux sciences humaines et sociales. L'organisation de cette conférence a été faite pour permettre aux jeunes chercheurs de faire parfois pour eux une première présentation en public. Donc c'est un exercice avant peut-être parfois de mettre le pied à l'étrier vers des conférences internationales. Ça leur permet d'alimenter, voire d'initier un réseau dans le domaine de l'hydrologie urbaine. Et il y a évidemment des chercheurs plus expérimentés qui participent aux journées, mais en tant que public. Et les échanges se font évidemment dans une bienveillance pour mettre à l'aise nos jeunes chercheurs. Les thématiques en 2024 étaient assez variées puisqu'elles traitaient d'inondations en milieu urbain, donc comme je le disais, de métrologie, de modélisation numérique, de qualité de l'eau en ville, de réseaux d'assainissement, de ressources en eau en ville et de solutions d'adaptation. Ces journées doctorales en hydrologie urbaine sont depuis le début soutenues par la SHF, donc nous remercions aujourd'hui la SHF de nous permettre d'organiser ce webinaire et aussi soutenu par l'ASTE et Suez. Et c'est donc Suez qui permet d'octroyer ces prix pour nos deux lauréates en 2024, un prix du conseil scientifique et un prix du public. Sachant que les deux étaient partagés, donc ce n'est pas la peine de les distinguer aujourd'hui. Donc, je vais commencer enfin, on va commencer par écouter Milena Chabert, qui va donc nous parler d'assainissement pluvial. Je n'en dis pas plus, je la laisse nous donner son titre. À toi, Milena. Super. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Parfait. Alors, normalement, voilà. Là, vous devez voir mes slides. Oui, ça y est. Super. Bah, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, moi, je vais vous présenter une méthode de quantification des volumes et des taux d'accumulation de sédiments de l'assainissement pluvial. Alors, c'est une méthode qu'on a développée avec mon équipe de recherche du laboratoire type de l'INSA Lyon et du Centre scientifique et technique du bâtiment de Nantes, dans le cadre de mes travaux de thèse. Et en fait, l'objectif derrière ça, c'est de pouvoir apporter quelques éléments de réponse aux gestionnaires aux professionnels, pardon, de la gestion des eaux pluviales concernant les sédiments. Alors, le contexte de cette étude, c'est celui de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. Conformément aux réglementations, cette gestion, elle se fait de plus en plus de façon décentralisée, c'est-à-dire déconnectée des réseaux unitaires d'assainissement, et elle se fait aussi à une échelle de plus en plus locale. Ça permet de répondre à des enjeux hydrauliques, hydrologiques, mais aussi environnementaux et sociaux. Mais par contre, ça implique aussi qu'il faut penser à la gestion à long terme de ces dispositifs, parce que du fait de leur fonctionnement, on a une rétention des matières particulières qui vont donc se déposer et former des dépôts sédimentaires. Et ça, alors si on veut éviter des dysfonctionnements, il faut pouvoir curer les bassins quand c'est nécessaire et il faut pouvoir assurer le devenir des matières que l'on a excavées. Ce qui a donc donné naissance à notre question de recherche pour cette étude, qui est comment est-ce qu'on peut faire pour évaluer et pour prédire l'accumulation de ces sédiments dans les ouvrages.
Alors, on a commencé évidemment par faire le tour de la littérature scientifique pour voir ce qui avait déjà été fait sur le sujet. La première catégorie d'études qu'on retrouve assez massivement, c'est des études qui font référence en hydrologie urbaine, des méthodes communes qui vont consister à quantifier les particules, euh, les matières en suspension à l'exutoire du bassin versant. Donc, si on connaît les particules générées par un bassin versant, on peut estimer la quantité de sédiments à laquelle s'attendent dans l'ouvrage qui va recueillir ensuite les eaux de ruissellement. Alors, pour ce faire, il y a deux types d'approches. On a des études qui vont échantillonner des événements pluvieux, et pour peu qu'on ait suffisamment d'événements pluvieux, on peut extrapoler ensuite à l'échelle d'une année. Et puis, on a des études qui tentent d'être plus précises avec des mesures en continu au niveau de l'exutoire du bassin versant, c'est-à-dire de l'entrée de la solution de gestion des eaux pluviales. Alors, ces approches, elles sont super précises, elles sont efficaces dans un contexte de recherche, mais par contre, elles sont difficilement applicables dans un contexte opérationnel parce qu'elles sont complexes, elles sont chronophages, elles peuvent être assez coûteuses. Or, nous, on sait que les collectivités recherchent des méthodes simples pour pouvoir estimer le gisement. On a aussi rencontré de nombreuses études qui utilisent des modèles, mais souvent les modèles, c'est fait de façon complémentaire à ces approches-là, parce que, il faut des données de terrain pour pouvoir les calibrer et les valider. Donc ça nous a amené à nous concentrer sur une dernière catégorie d'études, qui sont des études qui réalisent des mesures ponctuelles sur le terrain des épaisseurs de sédiments, selon un maillage que l'on définit. Et à partir de ces données ponctuelles, on réalise une interpolation spatiale. Et comme ça, on peut estimer le volume accumulé dans l'ouvrage. Alors, c'est des approches qui sont intéressantes dans notre cadre parce que elles sont rapides, elles sont peu coûteuses. C'est sûr on n'aura pas un suivi précis des dynamiques d'accumulation, mais dans des contextes opérationnels où on cherche à avoir des valeurs moyennes d'accumulation de sédiments, ça peut être intéressant. Par contre, elles n'ont pas été validées par comparaison aux méthodes de référence d'hydrologie urbaine, et à notre connaissance, elles n'ont pas non plus été déployées dans différents contextes. Donc, c'est ce qu'on a choisi d'explorer pour répondre à notre question de recherche et ce qui a défini donc les objectifs de notre étude. Premièrement, élaborer et mettre en œuvre une méthodologie d'estimation des quantités de sédiments accumulés. Deuxièmement, évaluer la pertinence de cette méthode dans un cas d'étude approfondi. Et puis enfin, pouvoir la tester, la mettre en œuvre dans différents contextes. Alors, j'enchaîne tout de suite sur les matériels et méthodes, hein, ce dont on s'est servi pour déployer tout ça. On a travaillé sur un site d'étude principal qui est le bassin de rétention-infiltration de Django Reinhardt dans l'Est lyonnais. Alors, c'est un site qui est très grand, qui draine un bassin versant industriel de l'ordre de 200 hectares. Les eaux de ruissellement entrent d'abord dans le compartiment de rétention, qu'on voit ici, avant de venir s'infiltrer progressivement dans le compartiment d'infiltration, qui fait environ 1 hectare. Ce site, on l'a choisi parce que, en fait, il a fait l'objet de nombreuses études par le passé, et notamment, il est instrumenté par l'OTU, l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine, depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est un objet d'étude idéal quand on veut valider une méthode de quantification des sédiments. Et puis, pour la généralisation de la méthode à d'autres sites, on a aussi étudié 8 autres sites d'études à Paris, à Nantes et à Lyon. Alors, concrètement, nous, on a développé une méthode de quantification des sédiments à partir de mesures de terrain que l'on a réalisées dans les compartiments d'infiltration. Mais pour pouvoir valider cette méthode dans le cadre du bassin de Django Reinhardt, on s'est appuyé sur des données de mesures en continu en entrée du compartiment d'infiltration qui ont été réalisées dans le cadre de la thèse de Carolina González-Merchant en 2012 et que nous avons mis à jour avec des données plus récentes. Et puis, on a été un petit peu plus loin. On s'est intéressé au bilan de masse à l'échelle du site entier. Et pour ce faire, eh ben, on a utilisé nos données de quantification des sédiments dans le compartiment d'infiltration, mais aussi des données de masse curée dans le bassin de rétention qui nous ont été communiquées par la métropole de Lyon. Et on a pu comparer tout ça à la masse de particules entrantes dans l'ensemble de l'ouvrage, connues grâce à des mesures en continu de débit et de turbidité, encore une fois, mais qui ont été exploitées cette fois par Anouch et al. En 2017. Alors, concrètement, le développement de notre méthode. On s'est demandé comment quantifier
la masse totale de sédiments accumulés dans un dispositif d'infiltration des eaux pluviales. Et pour ça, on a besoin d'abord de connaître la hauteur des sédiments. Donc ça, on a fait des mesures à l'aide d'une tarière gauge, selon un maillage qu'on a défini en fonction de la taille de l'ouvrage que l'on étudie, entre 50 centimètres et 2 mètres dans le cas où on a les plus grandes surfaces sur les ouvrages. Pour chaque point de notre maillage, on insère la tarière gauge et quand on la ressort, on peut distinguer l'horizon de surface, en fait, qui représente la couche sédimentaire, parce qu'il a une couleur et une texture qui diffèrent du sol sous-jacent. Alors, à savoir que cet horizon de surface, il provient des particules qui sont générées par le bassin versant, mais il est aussi sujet à des processus d'évolution des sols, comme pour des sols naturels. Donc voilà, il y a ce mix de choses qui intervient. Ensuite, une fois qu'on a nos mesures de terrain, on fait une interpolation spatiale sur l'ensemble de notre ouvrage. Et pour ça, nous, on a utilisé une méthode de crigeage géostatistique qui nous permet d'obtenir pour chaque valeur de hauteur des sédiments estimés un écart type associé. Grâce à ça, on connaît le volume total que l'on a sur l'ouvrage. Mais si on veut passer en masse, en tonnage, on a aussi besoin de la masse volumique apparente sèche. Et ce paramètre-là, il est encore à ce jour assez peu connu pour les sédiments de l'assainissement pluvial. Donc on a fait deux campagnes de terrain. Une sur le bassin d'infiltration de Django Reinhardt, qui est précédé d'un compartiment de rétention, donc c'est un cas un peu particulier, et un cas plus général sur le bassin de rétention-infiltration de l'IUT, sur le campus de la Doua. Ces deux campagnes de terrain, quand on les couple avec les données de la littérature, elles nous ont permis de faire deux constats. Alors, c'est ce qu'on voit sur ce graphe-là, c'est qu'on a des valeurs de masse volumique apparente sèche des sédiments qui varient entre 0,5 et 1,5 g par centimètre cube, grosso modo. Et le deuxième constat, c'est qu'on n'a pas pu mettre en évidence de déterminisme spatial, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu de relation entre la masse volumique apparente sèche et la distance au tuyau d'entrée, notamment. Donc nous, on s'est servi de ce jeu de données dans notre modèle en prenant en compte le fait que pour un ouvrage qui est précédé d'un compartiment de rétention, on tend à avoir des masses volumiques apparentes sèches un peu plus faibles. C'est ce qu'on voit ici sur Django, parce que les particules plus grossières sont décantées dans le compartiment de rétention en amont. Donc voilà, on a pu intégrer ça dans notre modèle. Et pour passer sur des données de tonnage annuel, on a divisé par le temps d'accumulation qui est le temps écoulé depuis la mise en service de l'ouvrage ou depuis le dernier curage, s'il y a déjà eu un curage de dispositif. Alors, une fois qu'on a tous ces paramètres, on est content, mais par contre, ce qu'on n'a pas encore réussi à voir, c'est comment on peut estimer des incertitudes là-dessus. Et pour ça, on a adopté une approche assez courante en hydrologie, qui est une estimation des incertitudes par la méthode de Monte-Carlo. Alors, en deux mots, on a des variables qui sont incertaines, qui sont la hauteur des sédiments dans les ouvrages, mais aussi la masse volumique apparente sèche. Ces variables dont on connaît les incertitudes, on les modélise par des variables aléatoires qu'on associe à des distributions de probabilité calées sur nos jeux de données. Et ensuite, on va refaire 10 000 fois la même chose. C'est-à-dire que 10 000 fois, on va faire un tirage aléatoire d'une donnée de masse volumique apparente sèche, d'une donnée de hauteur de sédiment dans les distributions de probabilité sur lesquelles elles évoluent. Et on va estimer à partir de ça une donnée de tonnage annuel. Et en répétant ça 10 000 fois, on obtient un histogramme, une distribution des quantités de sédiments, des taux d'accumulation de sédiments annuels. Et donc, on peut extraire des intervalles de confiance à 99% de nos données. Alors, j'en dis pas plus là-dessus pour avoir le temps de vous parler un petit peu des résultats qu'on a obtenus, en se focalisant d'abord sur le cas approfondi du bassin de rétention-infiltration de Django Reinhardt. Notre méthode de quantification qu'on a utilisée sur le terrain nous a permis de cartographier l'épaisseur des sédiments sur tout le bassin d'infiltration. C'est ce que vous voyez sur cette figure-ci. On avait supposé ça grâce à la littérature, mais c'est bien un constat qu'on a fait, c'est que l'accumulation des sédiments, elle est fortement liée à l'hydraulique de l'ouvrage, avec ici, dans le cas du bassin d'infiltration de Django Reinhardt, des épaisseurs de sédiments qui sont plus importantes vers l'arrivée d'eau. Pour pouvoir quantifier tous ces dépôts,
On s'est donc appuyé sur les résultats de notre méthode de Monte-Carlo, sur notre modèle, qui nous a permis d'extraire des intervalles de confiance à 99%. Donc avec un niveau de confiance à 99%, on a été capable de dire que entre 800 et 1100 mètres cubes de sédiments se sont accumulés dans le bassin sur 20 ans. Et ça veut dire que en moyenne, chaque année, on a environ une trentaine de sédiments qui s'accumulent par an. Donc bon, entre 20 et 40 si on prend les incertitudes. Donc voilà pour nos résultats, mais pour pouvoir vérifier que notre méthode ne nous a pas donné n'importe quoi et qu'on est bien cohérent avec les données qui existent, on a comparé avec les mesures en continu, pardon, qui ont été faites en entrée du bassin d'infiltration. Et il se trouve que sur ces données-là, on estime qu'entre 16 et 25 tonnes de particules sont rentrées par an dans le compartiment d'infiltration. Or, nous, on l'a vu juste avant avec notre approche, on a estimé qu'on a entre 20 et 40 tonnes de sédiments par an qui s'accumulent dans ce même compartiment. Donc, c'est quasiment compris. Ces données de particules entrantes, elles sont quasiment comprises dans l'intervalle que nous, on a obtenu par notre méthode. Donc, ça paraît tout à fait cohérent. En tout cas, dans le cas du bassin de Django, euh, on est raccord. Et pour aller plus loin, on a voulu regarder à l'échelle du bassin versant entier. Pour ça, en additionnant, nous, nos tonnages qu'on a obtenus par notre méthode, avec les données de curage du bassin de rétention qui nous ont été communiquées par la métropole de Lyon, et on a pu calculer qu'entre 45 et 90 tonnes de sédiments s'accumulent par an à l'échelle de l'ouvrage entier. Or, ce que l'on peut voir dans la littérature avec les données de mesure en continu, c'est que entre 30 et 70 tonnes par an de particules entreraient dans le site entier chaque année. Donc finalement, là encore, on est assez proche. Alors que, ben, comme je vous l'avais dit, en fait, nous, on mesure ce qui s'accumule dans les bassins. Donc c'est le résultat des particules entrantes qui sont générées par le bassin versant, mais c'est aussi une couche de sédiments qui est sujette à des processus d'évolution des sols, de pédogénèse. Donc, c'est pas forcément exactement la même chose, mais on voit néanmoins que dans le cas du bassin de Django Reinhardt, euh, ce qu'on a réussi à obtenir en termes de quantité de sédiments accumulés, c'est quelque chose qui nous donne une bonne estimation des particules générées par le bassin versant. Donc c'est intéressant si on veut remonter et se demander combien un bassin versant produit de matière en suspension pour après pouvoir appliquer ça à d'autres contextes. Et c'est ce que l'on a fait en réalisant la même démarche pour tous nos autres sites d'études. On a normalisé donc pour tous les sites d'études en kilogrammes par hectare imperméable de bassin versant par an pour obtenir comme ça des flux moyens de particules générés. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est les intervalles de confiance à 99%, que sont les barres horizontales, et les flux moyens, les traits verticaux. Alors on fait un constat qui est crucial, c'est qu'on a une variabilité très importante des flux de particules émis par hectare de bassin versant, puisque on est entre quelques dizaines à quelques tonnes de kilogrammes de particules par hectare imperméable par an. Donc voilà, et ça s'explique en partie par la nature des sols des bassins versants. Donc nous, on a classé entre environnement routier ici et industriel et commercial pour voir à quel point ça joue. Pour pouvoir mettre en contexte aussi nos données, on a recensé les études d'hydrologie urbaine qui permettent d'estimer les ordres de grandeur de flux de particules générés par un bassin versant à partir de méthodes diverses et variées. Donc les méthodes qu'on a vues au début de cette présentation sur la phase bibliographie. Et c'était très compliqué pour uniformiser le tout. On a dû poser pas mal d'hypothèses, mais on a quand même réussi pour les différentes études que l'on a trouvées à arriver à des intervalles min-max de flux de particules. Et donc, on a pu comparer avec nos données à nous. Alors, on retrouve pour les données de la littérature, comme on l'avait pour les nôtres, une variabilité très importante hein, des ordres de grandeur que l'on a en termes de flux de particules. Néanmoins, si on regarde ça de plus près, on voit qu'en fait, nos estimations, elles sont tout à fait en phase avec les données qu'on a rapportées par différentes méthodes des études de la littérature.
Alors, cette variabilité qu'on constate à la fois dans nos données et celles de la littérature, donc, elle s'explique par l'usage des sols, mais en fait, c'est compliqué d'aller plus loin sur ce facteur-là parce que les bassins versants sont souvent très mixtes et c'est pas évident de faire des analyses statistiques en attribuant des caractéristiques euh, finies sur des bassins versants qui vont être un mélange de choses avec plein d'activités qui peuvent aussi interférer. Et puis la littérature nous dit aussi que les caractéristiques des événements pluvieux, le climat peuvent jouer sur les flux de particules. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nous, en tout cas, on n'a pas réussi à avoir un jeu de données suffisamment homogène et riche pour pouvoir aller plus loin sur des prédictions de flux pour un bassin versant donné. Par contre, ce que ça nous a permis de voir en réunissant ces données, c'est que bah, si on regarde des ordres de grandeur de flux de particules émis par un bassin versant, on, on peut voir que, en fait, si on est dans un cas où on a un site dans un bassin versant hum, résidentiel ou commercial et industriel de petite taille, euh, avec peu d'activités qui sortent du commun, on a peu de chances d'avoir des flux de particules qui vont dépasser 1000 kg par hectare imperméable par an. Alors que, bon, si notre bassin versant est routier avec un trafic dense ou industriel lourd, là, on peut monter vers des valeurs jusqu'à 2000 kg par hectare imperméable par an. Et ça, nous, ça nous a semblé être une information très intéressante parce que du point de vue du gestionnaire, si on peut poser une hypothèse sur le flux de particules émis, alors on peut être capable d'estimer bah, sur mon bassin versant, en fait, à quel volume total annuel de sédiments je dois m'attendre. Et on peut rapporter ça à la surface de l'ouvrage d'infiltration des eaux pluviales et estimer un ordre de grandeur de taux d'accumulation des sédiments dans notre ouvrage en centimètres par an à condition de, voilà, d'être capable de poser cette hypothèse sur un flux de particules estimé. Donc c'est l'exercice que nous, on a fait sur cette abac. Les courbes que vous voyez, c'est en fonction de l'hypothèse que je pose sur mon flux de particules émis par le bassin versant, euh, et en fonction du ratio entre la surface d'infiltration de mon ouvrage et la surface du bassin versant, à quel taux d'accumulation de sédiments dans mon ouvrage je peux m'attendre au maximum. Donc si on regarde par exemple, pour un ouvrage très centralisé, c'est-à-dire où la surface d'infiltration représente moins de 1% de la surface du bassin versant, on peut avoir des taux d'accumulation qui vont être de l'ordre de 8 cm par an, donc 40 cm en 5 ans par exemple, alors que plus on va vers une gestion à la source, plus on a des taux d'accumulation qui vont être faibles. Et là, à l'inverse, on peut retrouver des situations où on va avoir moins de 0,5 cm d'accumulation par an, donc moins de 15 cm de sédiments qui s'accumulent sur 30 ans. Donc ça, on considère que pour les gestionnaires, ça peut être vraiment une aide pour concevoir des ouvrages adaptés, planifier des opérations de curage et dimensionner des filières de gestion. Mais par contre, il y a un point qui est super important, c'est que quand on fait ça, on fait l'hypothèse que l'accumulation est uniforme sur la surface des ouvrages. Or, on a bien vu dans notre étude que c'est pas du tout le cas. Et donc, c'est là où il faut d'abord se poser la question, est-ce que ça vaut pas plutôt le coup de faire un curage ciblé? Nous, on a vu dans l'exemple de Django Reinhardt une accumulation qui est bah, concentrée à l'entrée de l'ouvrage, donc avec peut-être un vrai intérêt à cibler cette partie-là. C'est des considérations à avoir en tête parce qu'on a retrouvé ça sur quasiment l'ensemble de nos sites d'études. Et là, notre méthode, elle peut se révéler utile parce qu'avec des mesures spatialisées, on peut aider les gestionnaires à identifier ces zones à traiter en priorité. Donc, en synthèse, on a développé une méthode de quantification des sédiments de l'assainissement pluvial qui est rapide, qui est peu coûteuse, qui nécessite peu d'équipement. Cette méthode, elle est satisfaisante pour des estimations moyennes. Elle n'a pas vocation à aller sur une échelle temporelle fine, mais quand on est dans un contexte où on demande à l'échelle annuelle combien de sédiments s'accumulent, là, ça peut être très intéressant. On l'a éprouvé pour différents contextes, des bassins versants variés, des types d'ouvrages variés. Et au-delà de ces considérations opérationnelles, on a aussi été voir un peu plus en détail les flux de particules émis par des bassins versants. On a été capable d'identifier des ordres de grandeur grâce à nos données et à celles de la littérature. Mais ce travail, évidemment, reste tout à fait imparfait. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour
pour être un peu plus fin sur ces estimations, notamment par rapport à nos incertitudes. Nous, on a vu que ce serait intéressant d'avoir des données plus précises sur la masse volumique apparente sèche des sédiments. On a assez peu de données sur ce paramètre à l'heure actuelle. Et puis sur les questions de flux de particules émis par des bassins versants, qui est une donnée en fait qui pourrait être cruciale pour les gestionnaires. Pour aller plus loin, il faudrait pouvoir disposer d'un jeu de données homogène pour réussir à identifier les facteurs d'influence qui sont liés à l'usage des sols, au climat, et puis aussi cette question de comment on fait pour définir la surface active du bassin versant que nous, dans notre étude, on a approché par la surface imperméable, faute de mieux. Donc voilà, on a pas mal de choses qui seraient intéressantes de creuser si on voulait aller plus loin sur ces questions. Je vous remercie pour votre attention et puis je remercie toutes les personnes toute l'équipe de recherche en fait, qui a travaillé avec moi sur ce sujet, parce que c'est vraiment été un travail collaboratif. Et puis, ben, je pense qu'il est temps de laisser la parole à Zoé, qui va changer d'échelle pour parler des microplastiques. Voilà. Merci Milena. Donc en effet, le temps que Zoé installe sa présentation, vous rappelez que donc les questions peuvent être posées via le chat et on fera la séance de questions après pour les deux présentations, après la deuxième présentation. On disposera pour ça donc d'une vingtaine de minutes. Donc Zoé doit nous parler de microplastique. À toi Zoé. On voit bien ton diaporama. Parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'introduction et la première présentation de Milena. Pour continuer, moi, je vais vous parler des sources et des flux de microplastiques à l'échelle d'un bassin versant urbain. Donc, c'est une partie des résultats de ma thèse. Donc, je suis en troisième année de thèse au sein du laboratoire LENA à l'ENTPE et du laboratoire DIP à l'INSA de Lyon. Donc déjà, pour commencer, les microplastiques, ce sont des particules de plastique comprises entre une taille de 1 micron et 1 millimètre, ce qui fait une échelle assez large, puisque 1 millimètre, ce sont des particules qu'on va plutôt voir à l'œil nu, alors qu'un micron, c'est des particules qui sont invisibles. Les microplastiques, on va aussi les définir selon les formes des particules. Donc, on va avoir des fibres, par exemple les fibres textiles. On va également retrouver des microbilles, principalement utilisées dans le secteur industriel, des fragments qui proviennent plutôt des macroplastiques qui sont fragmentés en plus petite taille. Et on a également des mousses. Ces microplastiques, ils ont différentes formes, mais ils ont également différents types de polymères. Comme vous le savez, dans l'usage courant, on peut utiliser du polystyrène, du polypropylène ou encore du polyéthylène. Et notre objectif, ça va être d'identifier ces différents types de polymères au sein des microplastiques. Pendant cette présentation, je vais plutôt m'intéresser aux microplastiques en milieu urbain, puisque les villes aujourd'hui, elles concentrent une grande partie des plastiques et des microplastiques. Et on a plusieurs secteurs qui sont plus ou moins responsables de leur présence dans les villes. Donc on a tout d'abord le secteur de la construction avec les bâtiments qui sont aujourd'hui émetteurs et consommateurs de plastique dans les villes. À un usage plus individuel, on a les machines à laver, notamment par le rejet des fibres de nos vêtements qui sont très souvent des fibres synthétiques. Également les activités industrielles, alors on pense facilement à la production de plastique, mais de manière générale, l'industrie utilise énormément de plastique dans différents usages. On a également les décharges. Les décharges publiques qui vont concentrer une grande partie des plastiques à usage unique qui sont rejetés. Mais on a aussi les décharges sauvages qui peuvent facilement fuiter dans la ville, mais après, plus tard, même dans l'environnement. Et enfin, les voitures qui sont composées de plastique, mais également les pneus de ces voitures qui font partie aujourd'hui de la classification des microplastiques et qui vont s'effriter assez facilement sur les routes et donc laisser des particules de pneus dans le milieu urbain. En milieu urbain, les microplastiques ils vont principalement être transférés par les eaux pluviales. Donc ces eaux de pluie, c'est aujourd'hui la voie de transfert majoritaire des microplastiques. Elles vont se charger donc quand elles vont arriver sur les surfaces imperméables des bassins versants.
et elles vont être guidées vers le réseau en passant par des avaloirs. Les avaloirs, aujourd'hui, c'est considéré comme le premier lieu de stockage des microplastiques dans le réseau. Très souvent, on a un réseau séparatif, donc les eaux de pluie vont être acheminées dans un réseau séparé des eaux usées et rejoindre souvent des bassins de rétention. Ces bassins de rétention permettent de stocker l'eau, mais également de permettre une décantation des matières en suspension et de polluants comme les microplastiques. On sait que plus un bassin versant a des surfaces imperméables et également des activités industrielles, plus la contamination microplastique que l'on retrouvera à l'exutoire sera importante. La difficulté à l'échelle de ces bassins versants urbains, c'est de quantifier les flux de microplastiques, mais également d'identifier plutôt précisément quelles sont les sources à l'origine de cette contamination. Donc pendant cette étude, on avait deux grandes problématiques. La première, quels sont les flux de microplastiques à l'échelle d'un bassin versant urbain et quelles sont les sources à l'origine de cette contamination. Avec du coup trois objectifs: essayer de comprendre la dynamique de transfert des microplastiques, essayer d'estimer les flux de microplastiques en entrée de bassins de rétention et identifier les sources de microplastiques à l'échelle d'un bassin versant urbain. Le site d'étude, c'est le même que celui que Milena a présenté. C'est le bassin, pour ma part, de rétention de Django Reinhardt. Comme elle vous l'a expliqué, c'est un bassin qui est très étudié à Lyon et on a beaucoup d'informations. En entrée de bassin, on a l'installation de préleveurs automatiques qui nous ont permis d'échantillonner et de prélever 5 événements pluvieux. L'intérêt de ce préleveur automatique, c'est qu'il va prélever des échantillons à un volume constant prédéfini. Ce volume constant, il est entre 300 et 600 mètres cubes, selon le volume total de la pluie. Et il va nous permettre d'obtenir environ 24 échantillons tout au long de l'événement de pluie. Le deuxième travail s'est plutôt intéressé aux bassins versants et plus précisément aux avaloirs. On a sélectionné 8 avaloirs en fonction d'une thèse qui a été déjà réalisée à l'INSA, la thèse de Claire Mondon. Et donc sur ces 8 avaloirs qui sont assez similaires, donc on a un avaloir d'environ 1 à 2 mètres de profondeur. Le réseau est surélevé par rapport au fond de l'avaloir, ce qui fait qu'on a régulièrement un stock de sédiments et d'eau qui se trouve dans le fond des avaloirs. Et donc, après 4 événements pluvieux, on est allé récupérer environ 1,5 litre dans le fond de ces avaloirs, ce qui donne à peu près ces échantillons-là. Donc, c'est des échantillons plutôt qui ressemblent à de l'eau, mais assez turbides. On a quand même pas mal de matière en suspension. Une fois qu'on a récupéré ces échantillons, on est obligé en laboratoire d'extraire les microplastiques de ces matrices, qui est quelque chose d'assez fastidieux. Dans un premier temps, on va filtrer nos échantillons sur des filtres en inox qui ressemblent vraiment à ces disques-là. Ces filtres ont des pores de 15 microns. Donc, grâce à ce protocole, on va récupérer les microplastiques et pouvoir identifier les microplastiques entre 25 et 500 microns. Donc, si on se rappelle de normalement la définition des microplastiques, on est déjà sur une échelle réduite. Enfin, on ne regarde pas tous les microplastiques. Et donc, dans notre échantillon, quand on filtre pour la première fois, on va retrouver de la matière organique, des sédiments et aussi des microplastiques plutôt représentés par les particules de couleur. Pour venir, dans un premier temps, oxyder la matière organique, on va mener une dégradation pendant 4 jours de cette matière organique. Puis on va refiltrer notre échantillon et on voit que la matière organique est moins présente. Ensuite, on va réaliser une séparation densimétrique pour séparer par densité les sédiments des particules légères que sont les microplastiques. On arrive à avoir que nos microplastiques. Il reste encore un peu de matière organique à cette étape, donc on réalise une deuxième dégradation organique pendant 24 heures. Et ensuite, on filtre une dernière fois notre échantillon, une fois qu'il est le plus propre possible. Dans mon laboratoire, on utilise la spectroscopie infrarouge pour identifier les microplastiques. Cette méthode nous donne, et vous le voyez du coup sur ce filtre-là, le nombre de particules, le type de polymère associé aux particules, une taille estimée des particules, ainsi qu'une concentration massique estimée. Donc c'est une masse estimée par rapport au type de polymère et à la densité des polymères.
On peut passer donc aux résultats déjà sur les événements de pluie. Donc on a échantillonné 5 événements pluvieux entre juin 2023 et juin 2024. Comme vous voyez sur ce graphe, on a la courbe de débit de l'événement. Les points bleus représentent les prélèvements réalisés tout au long de l'événement et les précipitations associées. Les 5 événements que l'on a échantillonnés sont considérés comme marquants à Lyon puisqu'ils ont une hauteur d'eau précipitée entre 29 mm et 32 mm. À Lyon, un événement courant, c'est environ 15 mm en hauteur d'eau précipitée. Le volume ruisselé varie entre 5 000 et 18 000 m3. Et sur ces 5 événements pluvieux, on a 4 échantillonnages que l'on considère comme représentatifs des événements, puisqu'ils couvrent entre 62 et 80% des événements. Maintenant, si on regarde les résultats pour les microplastiques, on a deux manières de présenter la contamination microplastique. Soit on parle en nombre de particules par litre ou en masse estimée. Sur ces deux graphes, on voit notamment par l'abondance que le nombre de microplastiques suit plutôt bien la courbe de débit derrière. En masse estimée, ce qui nous intéresse le plus, c'est la différence entre la diversité polymérique. On voit bien ici qu'on a beaucoup de rouge qui correspond au polyester, tandis qu'on a plutôt du polypropylène en abondance au niveau de la plus grande contribution des polymères. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que selon la métrique que l'on utilise, on ne retrouvera pas forcément les mêmes types de polymères, et donc les deux informations sont très intéressantes. Ensuite, une fois qu'on a récupéré toutes les données sur les 5 événements de pluie, on s'est intéressé au lien entre les relations entre les paramètres hydrologiques et les microplastiques. Dans la littérature, il y a à peu près 5 variables qui sont identifiées comme ayant des effets sur les microplastiques. On va avoir le débit, la hauteur d'eau précipitée, la turbidité, le nombre de jours antécédents sans pluie ou encore le phénomène de premier flot. Et dans notre étude, on a réussi à mettre en évidence une corrélation positive avec le débit ainsi qu'avec la turbidité. En ce qui concerne le phénomène de premier flot, on arrive à l'observer sur la plupart de nos événements. Donc, pour rappel, le phénomène de premier flot, c'est quand 70 à 80% de la pollution est transportée dans les 20-30 premiers pourcents du volume de la pluie. Donc en gros, que le flot de particules se fait au début de l'événement. Pour cela, on regarde ce graphique qui met en relation la proportion cumulée du volume avec les microplastiques. Lorsque l'on a des courbes convexes, donc les 3 événements du dessus, on a bien un phénomène de premier flot, tandis que pour l'événement du 10 février, on a une coupure en fait de la bisectrice qui indique qu'on n'est pas sur un phénomène de premier flot, donc le flot de particules n'a pas lieu principalement en début d'événement. Une fois qu'on a quantifié ces microplastiques, on a essayé d'estimer le flux de microplastiques à l'échelle du bassin versant. Donc on a des données d'entrée, on connaît les hydrogrammes, la surface totale du bassin versant, ainsi qu'un débit annuel au niveau de Django. On a calculé du coup un volume de pluie ruisselé par événement et annuellement, ainsi qu'une concentration microplastique moyenne par événement et annuelle en fonction de nos 5 événements. On estime donc un flux microplastique par événement et par mètre carré de bassin versant, ainsi qu'un flux microplastique annuel par mètre carré de bassin versant. Les résultats indiquent que l'abondance totale par événement, elle est comprise entre 1 à 4 milliards de particules, ce qui correspond à 0,9 et 1,75 grammes de microplastique. Le flux par événement, lui, est compris entre 600 et 1800 microplastiques par mètre carré de bassin versant. Et le flux de microplastiques annuel en fonction de la surface du bassin versant serait d'environ 44 000 microplastiques par an et par mètre carré, soit 21,5 mg par an et par mètre carré de bassin versant. Si on s'intéresse du coup plus précisément au bassin versant, on revient donc sur l'étude de nos 8 avaloirs. Et vous voyez ici les 8 avaloirs avec à chaque fois 4 bar plots qui représentent chacun la contamination de l'avaloir après un événement. L'objectif de la suite de cette étude, c'est de comprendre la distribution spatiale des microplastiques sur le bassin versant pour identifier plutôt des hotspots de contamination par rapport à d'autres endroits et donc, in fine, d'identifier les sources derrière. Sur ce graphique, vous voyez les différents polymères qu'on a déjà vus pour les événements pluvieux, ainsi qu'une autre quantification qui sont les particules de pneus. Donc en introduction, j'ai expliqué que les particules de pneus, c'est considéré aujourd'hui comme un type de microplastique, mais la méthode que j'utilise donc pour extraire les microplastiques ne permet pas d'identifier les particules de pneus.
Donc, pour avoir cette information, on a travaillé en collaboration avec le LEE de Nantes, qui, eux, ont développé une méthode en pyrolyse GCMS pour vraiment quantifier les particules de pneus dans des sédiments. Et donc, grâce à ça, sur mes avaloirs, j'ai cette double information des microplastiques et des particules de pneus qui est très intéressante puisque vu que j'essaye d'identifier les sources, pouvoir déjà identifier ce qui vient des voitures et ce qui vient peut-être plutôt des activités, c'est déjà une première façon de distinguer les sources. Maintenant, si on s'intéresse aux concentrations, on voit bien qu'on a certains événements où les concentrations sont très élevées. Là, on recense à peu près 16 grammes par kilogramme de microplastique. On a aussi des événements où les particules de pneus sont plus présentes. Là, on est presque à 10 grammes par kilogramme. Et à côté de ça, on a quand même une forte variabilité puisque pour certains avaloirs, on aura plutôt des quantités autour de 0,2 grammes par kilogramme de sédiments. Donc on voit bien qu'il y a une variabilité au sein du bassin versant, mais qu'on a également des variabilités au sein même des avaloirs. Cela peut être dû aux paramètres hydrologiques des pluies, donc à l'intensité de certaines pluies, mais également aux sources, aux activités et également aux aménagements qui sont présents autour des sous-bassins versants. Et c'est ce qu'on a essayé de regarder par la suite. L'objectif, ça a été de caractériser les sous-bassins versants autour des avaloirs. Donc, pareil, on s'est toujours appuyé sur les travaux réalisés dans le cadre de la thèse de Clermont-Mondon, qui avait déjà identifié un petit peu les activités économiques et les aménagements autour de ces avaloirs. Donc, on va regarder les stationnements de poids lourds ou de voitures. On va aussi regarder les activités. Donc là, par exemple, on a une industrie chimique ainsi qu'un champ agricole à côté de l'avaloir. Et l'objectif, c'est vraiment de définir clairement ce qui se passe autour de ces avaloirs pour après pouvoir mettre ça en relation avec les microplastiques. Pour ce faire, on a un premier schéma qu'on peut dire conceptuel qui nous permet de reprendre, comme je vous l'ai présenté en introduction, vraiment les quatre sources principales des microplastiques. Donc, on va avoir les bâtiments, avec le thermolacage des bâtiments, les différentes activités industrielles, donc la production plastique, mais aussi les garages à voitures, le fret, la chimie, etc. Les voitures et le trafic routier, notamment avec l'usure des pneus et les différents déchets plastiques qui peuvent être déjà dans le milieu urbain, que ce soit des macrodéchets, des détritus ou déjà en fait des microplastiques. Ces sources, elles vont être séparées entre la voie publique et l'espace privé. Et en fait, l'objectif, c'est de comprendre comment une source peut arriver jusqu'à l'exutoire. Donc, l'exutoire se trouve forcément dans la voie publique. On a donc cet exutoire dans la voie publique et l'objectif, c'est de voir à travers la porosité entre l'espace privé et la voie publique, comment des sources vont pouvoir se retrouver dans l'exutoire. On a identifié trois types de porosité. La première, ça sera des zones tampons végétales dans lesquelles les microplastiques ou les plastiques peuvent se stocker et rester bloqués pendant une temporalité plus ou moins inconnue. On va avoir des barrières avec des murs en fait qui vont faire que le plastique va rester dans l'espace privé et ne pourra pas passer jusqu'à l'exutoire. Et on va avoir plutôt des grillages qui sont très poreux et qui font que l'eau va ruisseler entre l'espace privé et la voie publique. C'est grâce à ce type de schéma qu'on va essayer d'identifier autour de chaque avaloir, du coup, les différentes sources et la porosité entre le privé et le public. Les voitures, elles peuvent se retrouver autant sur l'espace privé que dans la voie publique, donc elles peuvent avoir les deux types de transferts. Et enfin, les déchets plastiques peuvent eux aussi rester stockés dans des zones tampons dans la voie publique, mais également retrouver le chemin de l'exutoire. Donc pour conclure ces travaux, la première chose que l'on a mis en évidence, c'est que les paramètres hydrologiques vont influencer la présence des microplastiques dans les bassins de rétention par le débit ou encore la turbidité. On a réussi à estimer des flux de microplastiques d'environ 21,5 mg par an et par mètre carré de bassin versant, ce qui est une première estimation de flux. On a aussi démontré au niveau des avaloirs une grande variabilité des microplastiques et que l'analyse à l'échelle de ces sous-bassins versants, elle apparaît aujourd'hui comme une solution assez pertinente pour identifier les sources de microplastiques.
La suite du travail, c'est la mise en place d'un dispositif avaloir à l'échelle des avaloirs. L'objectif étant de piéger les microplastiques, mais également de mesurer le débit associé pour estimer potentiellement des flux de microplastiques par avaloir et espérer pouvoir reboucler entre ces flux par avaloir et les flux présentés et estimés en entrée de bassin avec un objectif peut-être ambitieux, mais d'arriver potentiellement à un bilan de masse en arrivant sur un bassin versant urbain, à comprendre ce qui reste bloqué dans les avaloirs et ce qui peut passer et aller jusque dans les bassins de rétention. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Zoé. Merci, Milena et Zoé, pour la qualité, la clarté de vos présentations, en plus de sujets très intéressants. Donc, j'espère que tout le monde a largement apprécié. Donc, maintenant, on va passer aux questions. Alors, une première question, j'essaye de les prendre dans l'ordre. Pour le moment, il n'y en a pas trop, donc ça va aller. Donc, d'Emmanuel Mignot pour Milena. Donc, Milena, avez-vous refait des carottes récemment pour vérifier si le taux d'accumulation se confirme bien après quelques années supplémentaires? Donc, Alors non, on l'a pas fait. En fait, on a les bassins qu'on a étudiés, généralement, on avait des temps d'accumulation assez importants, supérieurs à 10 ans, sauf dans le cas de deux bassins, Cheviré et Uvité, où on était sur du 3-5 ans. Mais du coup, ben, c'est peut-être une échelle qui permet d'avoir des valeurs moyennes assez cohérentes en s'affranchissant de variabilités qui pourraient avoir lieu sur une année particulière ou des choses comme ça. Mais je note que ce serait intéressant et que sur IUT, par exemple, ça ne demanderait pas beaucoup de... Enfin, ça ne poserait pas beaucoup de difficultés de le faire, puisque le bassin est à proximité du campus. Et on peut imaginer même voir, enfin, essayer de voir s'il y a une évolution aussi du taux d'accumulation des sédiments dans le temps. Mais alors, le problème, c'est l'échelle de temps de ma thèse qui est de 3 ans. Je suis un peu limitée à ce niveau-là. En tout cas, c'est intéressant. Enfin, si j'ai bien compris la question, oui, oui, très c'est bien, je intéressant. C'est pense. tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Milena, tu peux nous rappeler, je ne sais plus si tu l'as dit, en quelle année de thèse tu es, quand est-ce que tu prévois de Oui, soutenir? eh ben, je ne l'ai pas du tout dit, mais je suis en troisième année de thèse comme Zoé. Et ma soutenance, ce sera avant 2026. Donc voilà, il reste pas énormément de temps D'accord. pour explorer. Mm. On a déjà beaucoup de résultats, bravo. Une question de Michel Lang, encore pour toi, Milena. Donc, est-ce que le suivi des volumes de sédiments pourrait permettre d'estimer le risque de colmatage des dispositifs d'infiltration? Alors, en fait, le colmatage, comme c'est des aspects à la fois physiques, mais aussi biologiques, mécaniques, euh, à ma connaissance, il n'y a pas que le taux d'accumulation de sédiments qui joue. Je suppose que pour des taux d'accumulation plus importants, on a plus de risques d'avoir un colmatage qui survient. Donc là, on peut peut-être s'appuyer sur nos données pour, euh, pour au moins avoir une première idée de dans quel cas de figure on est, si on est sur un ouvrage centralisé avec des taux d'accumulation très importants ou sur une solution à la source. Mais il y aura aussi les aspects de nature du sol sous-jacent, de nature des sédiments tout simplement, d'activité biologique. Et là, malheureusement, je pense que notre étude va pas pouvoir apporter toutes les réponses là-dessus. Après, peut-être s'en servir comme un moyen d'avoir des données à intégrer après dans une méthodologie de prédiction de colmatage. Mais alors, je serais incapable de dire plus concrètement comment faire ça, mais ça pourrait être des pistes intéressantes. Ouais. Très bien. Merci, Milena. Michel, si jamais il y avait besoin Mm. de préciser, si, voilà, faut pas hésiter. Non, c'est bon, merci. Merci. Maintenant, une question pour Zoé de Christophe Rige. Donc, est-ce que la méthode de mesure des microplastiques est normalisée? Est-ce que, si oui, est-ce qu'il y a des références bibliographiques ou des normes existantes? Et donc, cette méthode de mesure, on parle à la fois des aspects préparation, échantillon et mesure.
Oui, c'est une très bonne question. Non, pour l'instant, il n'y a aucune normalisation sur l'échantillonnage ou même la préparation et l'extraction des microplastiques. C'est d'ailleurs un grand sujet dans la communauté puisque la comparaison entre les études est très compliquée lorsqu'on n'a pas une méthode similaire d'analyse. Pour les eaux de pluie, on a donc échantillonné avec des préleveurs automatiques. Selon nous, c'est une des meilleures méthodes actuellement puisqu'elle permet d'avoir un échantillonnage représentatif, hein, comme je l'ai montré euh, dans la présentation. En ce qui concerne les avaloirs, pour le coup, c'est très exploratoire et expérimental ce qu'on a fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place le prototype avaloir, hein, qu'on est en train de mettre en place dans un nouveau projet, parce qu'on a bien conscience que on fait de fortes hypothèses sur le lien entre l'événement de pluie qui a eu lieu et ce qu'on récupère au fond de l'avaloir. Toutefois, en ce qui concerne l'extraction après, donc après l'échantillonnage de la partie en laboratoire, on fait beaucoup de contrôle qualité et on est arrivé, je dirais aujourd'hui quand même à un certain consensus dans la littérature qui fait que utiliser par exemple, enfin faire une étape de séparation symétrique et de dégradation organique, c'est aujourd'hui ce que tout le monde fait. Avec des produits plus ou moins différents, mais l'iodure de sodium et le peroxyde d'hydrogène, donc ce que nous on utilise ici, sont aujourd'hui considérés comme assez efficaces. En ce qui concerne après l'analytique, nous, on utilise du FTIR qui permet d'avoir une bonne idée du nombre de particules et du type de polymère. Par contre, comme je l'expliquais, pour la masse, on est vraiment sur de l'estimation. Et pour avoir des vraies quantifications de masse, il faudrait passer par de la pyrolyse GCMS. Donc, c'est des méthodes très complémentaires. Mais voilà, aujourd'hui, aucune normalisation. On est encore dans beaucoup de pratiques individuelles où on essaye voilà, de se mettre d'accord dans la communauté plastique, je dirais. Merci Zoé. Alors, une autre question de Michel cette fois, donc encore pour toi Zoé. Quels sont les enjeux liés aux microplastiques pour la santé publique et la pollution environnementale? Puis après, il pose une deuxième question. C'est une vaste question puisque c'est des choses qui sont encore en recherche. En vérité, on n'a pas beaucoup de réponses encore là-dessus. En ce qui concerne la santé publique, on sait que la présence des nanoplastiques, donc les nanoplastiques, c'est les particules qui sont en dessous de 1 nanomètre, se retrouvent assez facilement dans le corps humain, dans le sang, dans les tissus humains. Euh, et de là après à faire des liens concrets entre cette présence et, et les pathologies ou les impacts négatifs sur la santé, c'est vraiment des choses qui sont en travaux. Et en plus, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Mais en tout cas, il y a un enjeu de santé publique, c'est certain. On sait aussi qu'on retrouve des microplastiques et des nanoplastiques dans tout ce qu'on ingère, la viande, le poisson, mais aussi, enfin, principalement la production animale d'ailleurs. En ce qui concerne la pollution environnementale, euh, on sait qu'on a des lieux de stockage vraiment des microplastiques. Donc typiquement, hein, les bassins de rétention, aujourd'hui, c'est un lieu qui piège les microplastiques. Donc c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'on ne les retrouve pas ailleurs et qu'on arrive à les stocker quelque part. Euh, Si on va un peu plus loin, au laboratoire, il y a pas longtemps une étude sur des carottes en amont et en aval de la ville de Lyon. Donc les carottes sédimentaires, elles ont permis de regarder la contamination microplastique sur plusieurs années. Et on voit sur les dernières années, donc là dans les années entre 2015 et 2020, une diminution de la contamination microplastique dans le fleuve, donc dans le Rhône. Donc on a quand même peut-être à long terme une certaine diminution des microplastiques dans l'environnement. Voilà. D'accord, donc tu viens de répondre à la deuxième question. Merci beaucoup Zoé. Alors, Sandra Para, qui peut-être du coup est partie, qui en effet souligne l'intérêt de réfléchir à la pérennité des dispositifs d'infiltration. Donc là, c'est en lien avec ce qu'a présenté Milena. Et en particulier qui nous parle des revêtements drainants de pluie qui sont de plus en plus utilisés pour les aménagements urbains. Mais donc, c'est à creuser puisque le lien n'est pas direct avec la présentation de Milena. Et pour toi, Zoé, ben, je pense que tu viens d'y répondre un petit peu. Donc, elle souligne qu'il serait intéressant de réfléchir aux techniques de piégeage de ces microplastiques. Donc, est-ce que tu vois d'autres techniques de piégeage de ces microplastiques que les bassins de rétention, par exemple?
Euh, On sort un petit peu de ton sujet, hein, j'en ai conscience. ouais, ouais, non, et puis enfin, si on reste sur le milieu urbain, je pense que ça reste une des meilleures façons de les piéger, ça c'est sûr. Oui. J'ai Mais pas- on parle de piégeage, mais sauf qu'une fois que ces bassins sont curés, les sédiments, enfin, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, est-ce que ça revient pas quand même un petit peu dans la nature? Si, oui, et c'est très intéressant parce que jusque-là, on ne prenait pas en compte la présence des microplastiques ou des particules de pneus dans ces sédiments, donc on pouvait les valoriser d'une certaine manière, mais si on s'intéresse à ces nouveaux polluants, bah, on complexifie un peu l'usage derrière, je pense, de ces sédiments, en effet. Et après, il y a une question, alors là, je maîtrise pas. Peut-on appliquer les mêmes techniques de décantation que pour les MES? C'est-à-dire, est-ce qu'ils décantent de la même façon, peut-être? Je peux J'imagine. regarder ça. Est-ce qu'on a le Euh, même processus derrière? bah, je pense que Oui, c'était ça l'idée, c'est... c'était de savoir si la Ah, décantation pardon. marche aussi bien sur les microplastiques que sur les matières en suspension. Mais vous y avez répondu du coup. D'accord. Merci. Et Emmanuel Mignot donc, nous apporte un complément sur les idées de piégeage, puisque dans le cadre d'un projet Transplast, des techniques de piégeage en déversoir d'orage vont être testées. Donc, comme quoi, ça se développe aussi. Si on a Virginie, est-ce qu'on a encore 1 ou 2 minutes? Oui, oui, bien sûr. Oui. Moi, j'avais une question un petit peu plus technique, Milena, tu as parlé de la mise en place d'une technique de crigeage. Alors, Mhm. l'intérêt du crigeage et de la géostatistique, c'est justement de prendre en compte la connaissance de la zone d'étude et en particulier pour le bassin d'orage que tu as étudié, tu mettais en avant que l'entrée du bassin avait une sédimentation plus importante que le reste. Du coup, est-ce que tu l'as pris en compte dans ta méthode de crigeage via un variogramme particulier ou pas du tout? Oui, je vais peut-être repartager mes slides parce que c'est un peu technique et il se trouve que j'avais une petite slide pour essayer D'accord. d'expliquer clairement au cas où. Vous n'avez pas Euh, répété, hein. Alors, non, effectivement, diaporama, voilà. Alors, normalement, sur cette slide, j'ai repris un petit peu la méthode que j'ai appliquée. Effectivement, en fait, l'intérêt du crigeage, c'est que on peut donc passer par l'analyse variographique, mais on peut aussi introduire une structure déterministe. Et donc, nous, c'est le cas pour Django Infiltration, mais c'était aussi le cas pour d'autres bassins. On a pris en compte le fait que la répartition des épaisseurs de sédiments était en partie expliquée par cette structure déterministe, même en grande partie, liée à l'hydraulique de l'ouvrage. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette méthode qui nous permettait d'avoir les deux. Et d'après, sur les prédictions, après, c'est des choix au niveau aussi de ce qu'on peut faire sur R, hein, sur notre logiciel de modélisation, mais ça nous permettait d'avoir facilement des écarts types associés et d'intégrer ça facilement après dans Monte Carlo. Mais D'accord. donc oui, ça nous a permis de le faire justement parce Ouais. que c'est effectivement, on l'a pas fait tout de suite. Il y a eu toute une phase assez compliquée pour moi de comment on fait du crigeage, où j'ai travaillé avec Damien Tedoldi, qui m'a énormément aidé, mon encadrant. Mais on a affiné notre modèle et on en est venu à intégrer tout ça. Ouais, très bien. Et une dernière petite question. Ah ben je vois alors Ghislain, Lipémé, qui complète peut-être une réponse de Zoé. Ces microplastiques interagissent beaucoup avec d'autres polluants, matières organiques, matières minérales, et il est indispensable de comprendre ces interactions pour optimiser les méthodes d'interception de ces microplastiques. Et donc ce sera aussi en étude dans Transplast. Merci pour cette précision. Et Zoé, j'avais juste un petit point supplémentaire à te demander. Tu as parlé de la thèse de Claire Mandon, mais sans donner la référence complète. Donc c'est une thèse qui a été soutenue, j'imagine. Est-ce que tu as l'année si des personnes voulaient Oui, oui, oui. l'information?
Alors, en fait, c'est une thèse en sociologie. En fait, c'est un projet qui a été complètement pluridisciplinaire entre des microbiologistes et des sociologues à l'INSA de Lyon. L'objectif, c'était de comprendre la pollution microbiologique au sein des avaloirs. Et donc, Claire, dans sa thèse, je mettrai la référence dans le chat, s'est intéressée à caractériser ce qui se passait, enfin l'espace de vie autour de chacun de ces avaloirs par des objets, mais aussi par les activités, les aménagements, etc. Et du coup, c'est une base de données très riche en fait d'observations de terrain qu'elle a menées pendant toute sa thèse et qui m'ont permis de sélectionner des avaloirs où il y avait déjà euh, des, des alertes sur le plastique, on va dire, et qui me permet aussi d'enrichir ça, mais moi sur ma problématique qui est le plastique et non pas les bactéries et des problèmes microbiologiques en fait. Mais voilà. Et donc, elle a soutenu quelle année? Tu as Elle a l'année? soutenu en 2022 et la thèse s'appelle Observer la ville par ses objets.